Voilà donc pour la présentation suivante, tempête et submersion historique. Pourquoi mutualiser les informations de tempête et submersion historique pour des métiers différents? C'est vrai ça, pourquoi après tout? C'est ce qu'on va découvrir avec vous, donc Nathalie Gillois. Vous travaillez au service hydrologique et océanographique de la marine, le CHOM. C'est sûrement la plus vénérable des institutions qui seront invitées à s'exprimer aujourd'hui, puisque le CHOM est l'héritier du plus ancien service hydrographique officiel du monde, le dépôt des cartes, plans et journaux de la marine, créé le 19 novembre 1720. Vous animez un groupe de travail conjoint de ce CHOM et de l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors, ce groupe de travail s'appelle Tempête et submersion historique. On se demande évidemment ce que la sûreté nucléaire vient faire dans la même galère, si j'ose dire, que le dépôt des cartes et plans de la marine. On suppose qu'il en va notamment de la sécurité des installations nucléaires littorales, mais vous allez nous expliquer tout ça tout de suite. C'est à vous, Nathalie Gillois. Bonjour à tous et puis merci pour cette introduction. Je tiens également à remercier l'organisateur du séminaire pour l'organisation de ce séminaire. Et je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette présentation donc sur le groupe de travail Tempête et submersion historique. Et cette présentation, en fait, elle est faite au nom des membres du groupe de travail Tempête et submersion historique. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, ok, parfait. Oui. Donc, en février 2016, lors des journées REFMAR, il y avait une journée thématique submersion et surcote marine. Et en fait, ce sujet s'intègre dans une thématique un petit peu plus globale, qui est donc la gestion des risques côtiers et littoraux. Et ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de la COP26 et du changement climatique, et donc des effets. Et en effet, il y aura donc un certain nombre d'adaptations à nos vies qui seront nécessaires pour justement s'adapter au changement, suivre le changement climatique. Donc, lors d'événements de tempête et submersion du 21e siècle, les médias souvent, on l'a déjà entendu dans la présentation précédente, que les médias titraient que ces événements sont du jamais vu, c'est de l'inconnu, ça s'est jamais passé comme ça. Mais en fait, il suffit de se tourner vers des recensements d'événements assez récents. Au final, quand on regarde au XXe siècle, on peut avoir des événements comme la tempête de 1953 qui a frappé la mer du Nord, la tempête de 1957 qui a touché la façade atlantique, ou même les tempêtes de 90 qui ont touché surtout la Normandie. Et en fait, la collecte d'informations historiques est un atout majeur pour la prévention du risque, parce que dans un premier temps, ça nous permet d'améliorer les connaissances sur ces événements, mais également, d'un point de vue statistique, d'améliorer et de réduire les incertitudes lors de périodes de retour extrêmes. La recherche de données historiques est un travail méticuleux, fastidieux et très long. Et en fait, c'est dans un but de vraiment mutualiser les informations historiques sur les tempêtes et submersions que la volonté en fait de création d'un groupe de travail pluridisciplinaire a été lancée. Et donc, le premier objectif de ce groupe de travail, c'est l'estimation de hauteur d'eau et de surcote pour des événements historiques à partir de données et de sources d'archives. Alors, donc, on a en entrée, donc, comme je disais, donc, les sources historiques. Donc, ça peut être des différents supports. Donc, ça peut être des mesures systématiques, des sources qualitatives, des sources quantitatives. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur les diapos suivantes. Et en sortie, on aimerait bien avoir donc les prédictions de marée qui nous permettent ensuite, en combinant avec les niveaux marins, d'obtenir les surcotes instantanées et les surcotes de pleine mer. Mais il faut essayer de trouver une technique, une méthode en fait pour arriver de ces données historiques, de ces sources historiques, aux variables d'intérêt par la suite. Dans un premier temps, je vais donc présenter très rapidement les mesures systématiques. Alors, les mesures systématiques historiques, donc ça, c'est des projets de reconstruction de séries marégraphiques qui sont en cours, qui sont sous la direction d'Alexa Latapi et la direction et l'équipe de Data Rescue du CHOM. Donc, qu'est-ce que sont les mesures systématiques? En fait, c'est des archives marégraphiques qui sont sous forme de marégrammes ou alors de registres de marée qu'il faut dans un premier temps identifier et localiser. Dans un deuxième temps, il faut numériser ces données papier. Alors, soit c'est des scans, soit c'est du tapage de chiffres, en fait, dans un tableau Excel. Dans un troisième temps, il faut homogénéiser les hauteurs d'eau en verticale, les recaler au zéro hydrographique et également en temps, les mettre en temps universel. Et ensuite, il faut valider la donnée pour vérifier qu'il n'y ait pas des erreurs qui ont été faites lors de la mesure ou lors de la retranscription.
Et ça nous permet à la fin d'avoir des séries de données marégraphiques et de prolonger les séries actuelles existantes. Donc, je vous présente en fait les travaux qui ont été faits, depuis 2009, en fait, des séries qui ont été reconstruites. Donc, il y a Brest, Saint-Nazaire, Dunkerque, l'estuaire de la Seudre, Saint-Jean-de-Luz, Sokoa. Et puis, actuellement, il y a les travaux sur Saint-Servant, Saint-Malo qui sont en cours. Donc, ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui permettent de significativement rallonger les séries d'observation. Comme on peut le voir, par exemple, la série la plus ancienne, en fait, à Brest, elle commence dans les années 1840. Et c'est dans les années 1860-70 pour les séries suivantes. Il y a encore beaucoup d'autres longues séries à reconstruire. Donc, les données sont déjà identifiées. Il faut trouver maintenant le temps pour lancer donc la numérisation des données et la validation et la reconstruction. Donc, il y a par exemple Le Havre et Cherbourg où on a de la disponibilité de données à partir de 1850. Donc, comme je présentais tout à l'heure, les séries marégraphiques, c'est des données très intéressantes parce que c'est de la donnée en continu de très bonne qualité qui nous permettent d'identifier donc des niveaux marins extrêmes et par la suite donc des surcotes marines. Sauf que ce type de données n'est pas disponible pour tous les ports aussi longtemps et surtout pour les ports secondaires ou voire des petites villes qui ont été inondées, on n'a pas du tout cette information. Donc la question, le deuxième type de données auxquelles on va s'intéresser, c'est vraiment les données disponibles dans les archives, donc les sources historiques qualitatives ou quantitatives. Donc en fait, ces données, excusez-moi, donc à travers des données d'archives, on arrive à identifier des événements de tempête qui sont décrits dans différents types de données, que ce soit des registres paroissiaux, des registres municipaux, de la presse locale, des journaux intimes ou alors des échanges entre, par exemple, les ponts et chaussées et l'État. Et dans un premier temps, ça nous permet d'identifier des événements, ça nous permet de localiser les événements et ensuite, avec des données complémentaires, on peut essayer à travers les données d'archives, on peut essayer d'estimer un niveau d'eau qui a été atteint dans une ville ou dans un endroit lors d'un événement. Il suffit ensuite de mettre en cohérence ces données, encore une fois, par rapport à la référence verticale actuelle, donc soit le RGF 93, soit le zéro hydrographique utilisé actuellement, et essayer de recaler ces informations également dans le temps. Et ça nous permet d'arriver à estimer des niveaux d'eau. Bien sûr, lorsqu'on travaille avec des données historiques, on n'a pas forcément la même quantité d'informations disponibles que ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, parfois, on est obligé de faire des hypothèses lorsqu'on travaille avec des données, avec des sources historiques. Par exemple, un événement qui s'est passé dans les années 1780, on va pas forcément avoir de la donnée qui nous décrit la configuration du port historique dans les années 1880 pour vraiment nous donner l'exactitude, enfin nous permettre de reconstruire un niveau exact. Donc, on va se servir potentiellement de données plus récentes, donc, par exemple la configuration du port dans les années 1900 ou 1920. Et dans ce cas-là, en fait, on va émettre une hypothèse temporelle. On va dire qu'en 1920, le port avait telle hauteur, enfin la digue du port avait telle hauteur, donc c'est potentiellement tel niveau marin qui a été atteint, mais on sait que cette valeur, elle compte pour 1920 et pas pour 1880, donc lors de l'événement. Et en fait, il y a tout un tas d'hypothèses que l'on peut prendre et qui, pour nous, sont très importantes à afficher lors de la reconstruction, parce que plus il y a d'hypothèses, plus la valeur reconstruite, en fait, elle peut être incertaine. Donc, une fois qu'on a donc ces niveaux maximum, on va s'intéresser dans un deuxième temps à la prédiction de marée, parce qu'on peut faire des études statistiques sur les niveaux marins totaux, mais par exemple, dans le cadre de la sûreté nucléaire, la variable d'intérêt est la surcote de pleine mer. Donc, la surcote de pleine mer étant la différence entre les niveaux maximum atteints et le niveau maximum prédit. Et donc, qui dit niveau marin prédit, dit nécessité de prédiction de marée. On a donc développé deux méthodes. Donc, dans un premier temps, l'utilisation d'observations historiques, donc observations historiques contemporaines à un événement, pour l'estimation de composantes historiques. Et ces composantes harmoniques historiques nous permettent, par la suite, d'estimer des prédictions de marée qui représentent l'hydrodynamique de l'époque. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément toujours des observations marégraphiques historiques disponibles pendant un événement. Et donc, dans un deuxième temps, pour la deuxième méthode, on a recours aux composantes harmoniques actuelles, donc celles qui sont utilisées aujourd'hui pour faire des prédictions de marée, mais on va ajuster le niveau marin pour essayer de coller au maximum
au niveau marin moyen de l'époque. Je vous présente donc 3 exemples de tempêtes. Donc la tempête du 2 janvier 1791 qui a frappé la ville de Dunkerque. En 1791, nous n'avons malheureusement pas de données historiques marégraphiques systématiques. Donc on a appliqué la méthode 2, qui est donc l'utilisation de composantes harmoniques actuelles, et on a ajusté le niveau marin jusqu'en 1890 selon la méthode proposée par Val et collaborateurs, qui indique que le niveau marin moyen était plus ou moins stable jusque dans les années 1890 et que l'augmentation, enfin l'élévation du niveau de la mer s'est initiée au début du XXe siècle. Pour la tempête du 1er janvier 1877 à Saint-Nazaire, nous avons de la donnée systématique marégraphique disponible. Donc, on a utilisé ces données, on a estimé des composantes harmoniques historiques et on a utilisé ces composantes harmoniques pour faire nos prédictions. 3e exemple à La Rochelle. Donc, le 9 janvier 1924, la tempête, enfin tout le golfe, tout le golfe. Toute la côte atlantique a été frappée par une grosse tempête, et en l'occurrence en 1924, on n'a pas de données on n'a pas de données marégraphiques disponibles, mais donc on a utilisé des composantes harmoniques utilisées aujourd'hui et on a ajusté le niveau marin uniquement jusqu'en 1924 pour coller au maximum au niveau moyen de l'époque. Et donc une fois qu'on a fait ça, notre schéma il est donc complet. Donc on part des données, on part des sources historiques, on reconstruit les niveaux d'eau, on estime des prédictions et ensuite ça nous permet d'avoir donc les prédictions de marée, le niveau maximum, et d'estimer les surcotes instantanées et les surcotes de pleine mer. On s'est aperçu dans un premier temps quand on a élaboré cette méthode qu'en fait il y avait encore un certain nombre de choses qui étaient à peaufiner et qui étaient perfectibles. Donc, dans un premier temps, donc les sources historiques nécessitent une analyse critique avant d'être pouvoir utilisées. Donc, ça provient du domaine en fait des historiens, où en fait la méthode d'analyse critique historique, elle est développée depuis la fin du 19e siècle. Et elle a été élaborée, elle est toujours utilisée aujourd'hui. Et l'idée, c'était de systématiser, de démocratiser l'analyse historique qui était encore absente dans cette méthode. C'est-à-dire qu'on a utilisé les données sans réellement interroger le contenu et la raison pour laquelle le document a été écrit à l'époque. Donc là, je vais vous présenter des travaux qui sont sous la direction d'Emmanuela Timon, qui est une doctorante en histoire et en géographie et qui est actuellement postdoctorante à EDF au LNHE. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer la fiabilité des sources écrites historiques et donc de systématiser l'analyse critique historique développée depuis la fin du 19e siècle. Et pour cela, 3 étapes ont été élaborées. Donc, dans un premier temps, l'analyse critique historique est faite par un historien et l'analyse du document est rédigée sous forme de notice. Donc, c'est à peu près une vingtaine de questions à laquelle il faut répondre assez brièvement, qui permettent donc de faire l'analyse critique historique, de répondre à des questions: pourquoi ce document a été écrit, où est-ce qu'il a été écrit, dans quel contexte, etc. Une fois cette analyse est faite, on va passer à l'estimation de fiabilité de ce document via 4 critères. Donc, qui sont le lien au témoignage, le type de document, est-ce qu'il y a des corrélations avec quels sont les excusez-moi, est-ce qu'il y a des pardon, excusez-moi, je suis perdue. Enfin voilà, on évolue sur 4 critères la fiabilité, et donc on a 4 notes finales, et donc la 3e étape, c'est donc l'évaluation finale de cette note qui nous permet donc de donner la fiabilité d'un document en termes de pourcentage. Est-ce qu'on a 100% confiance en ce document ou pas du tout, ou est-ce que c'est une valeur entre les deux? Donc, une première étape, c'était donc l'amélioration de la fiabilité, et d'avoir une meilleure confiance en fait dans les documents qu'on utilise. Dans un deuxième temps, on s'interroge sur l'incertitude sur les méthodes d'estimation de prédiction. Je vous ai donc présenté 2 méthodes de prédiction. Et quand on a fait l'exercice sur un même événement, donc je vous représente la tempête du 1er janvier 1877, et les 2 méthodes, donc l'utilisation d'observations historiques pour l'estimation de composantes harmoniques historiques pour faire des prédictions de marée qui représentent l'hydrodynamique de l'époque. Et la méthode B, qui est donc l'utilisation de composantes harmoniques actuelles pour faire les prédictions de marée avec un ajustement du niveau marin. Et on peut voir que la pleine mer prédite, elle diffère de pas loin d'une vingtaine, de plus de 20 cm
Donc, pour la méthode A, on a un niveau marin de 6,4 mètres prédit, et pour la méthode B, on a un niveau prédit de 5,81 mètres. Ce qui nous fait donc une surcote de pleine mer qui a plus d'une vingtaine de centimètres de différence. Et ça, ça commence à devenir assez important, et ça peut énormément jouer lors de statistiques des extrêmes. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on essaye donc c'est une étude qui est en cours actuellement au CHUM, c'est qu'on essaye de quantifier ces incertitudes et de donner une gamme d'incertitudes qu'on obtient lorsqu'on estime selon les différentes méthodes de prédiction qu'on utilise, et pour avoir une meilleure confiance dans notre prédiction et par la suite de la surcote de pleine mer. Toutes ces données, donc que ce soit les sources historiques et les résultats de reconstruction, en fait, sont retranscrits sous forme de fiches tempête, et les résultats de ces fiches tempête, ainsi que toutes les données brutes qui ont servi à la réalisation de fiches tempête, sont stockées dans la base de données tempête et submersion historique, qui est développée depuis 2015 à l'IRSN. Donc, cette base de données est une base de données PostgreSQL avec une extension spatiale. Et aujourd'hui, elle recense plus de 800 événements météo marins extrêmes de 1500 à nos jours. Il faut savoir que la date de 1500 est une date arbitraire. Quand on a lancé la base de données, il fallait choisir une date, mais il est tout à fait possible d'élargir dans le temps et de remonter plus loin dans le passé. Aujourd'hui, ces événements sont principalement des événements météo marins qui ont touché la Manche et l'Atlantique. Mais il est tout à fait envisageable aussi d'intégrer des événements qui ont touché, par exemple, la Méditerranée. Les résultats de reconstruction de niveau marin et de surcote de pleine mer historique sont utilisés dans le cadre de données, sont utilisés dans le cadre d'études statistiques qui sont en cours au sein de des différents organismes membres du groupe de travail. Un dernier projet qu'on a, c'est qu'on s'est rendu compte en travaillant avec différentes personnes venant de différents horizons différents. Donc, il y a des historiens, il y a des océanographes, des statisticiens. Et on se rendait compte qu'on n'avait pas toujours le même vocabulaire quand on parlait d'événements de tempête et de submersion historique. Et donc, un objectif aussi qu'on a, c'est d'essayer d'uniformiser le vocabulaire et de clarifier le vocabulaire utilisé au sein de ce groupe de travail. Et donc, pour ça, on est en train d'écrire un catalogue de définition de types de données qui sont utilisées au sein du groupe de travail. Et donc, ça va être pour chaque type de données, par exemple, des données sur l'évolution du niveau marin, sur la prédiction de marée, sur les surcotes, sur les mesures de hauteur d'eau, une petite définition de la donnée, comment on fait pour acquérir ces données, quels sont les traitements nécessaires, quelles sont les incertitudes. Et actuellement, on a à peu près une dizaine de fiches qui sont en cours de rédaction, et on a 3-4 fiches qui sont initiées, qui seront rédigées par la suite. Ce qui m'amène à vous présenter donc l'organisation actuelle de ce groupe de travail. Donc, il y a un groupe de pilotage qui définit un petit peu la stratégie et qui suit le côté un petit peu plus administratif, on va dire, du groupe de travail. Et ensuite, on a 5 sous-groupes ou projets, donc par thématique, que je vous ai présenté au fil de cette présentation, et auxquels participent les différents organismes aujourd'hui présents au sein du groupe de travail. Donc, on a les travaux qui sont en cours sur les prédictions de marée historiques. On a les travaux en cours sur les sources historiques écrites. Donc, on a un travail également sur la base de données tempête et submersion historique. La réalisation du catalogue de types de données et un groupe de travail sur les différentes méthodes d'estimation de statistiques des extrêmes. Donc, un petit bilan de maintenant presque 6 ans d'existence du groupe de travail. Donc, le groupe de travail a été créé dans les années 2016, a été créé au printemps 2016 avec en parallèle la mise en place de la base de données tempête et submersion historique au sein de l'IRSN. Au fil du temps, il y a la méthodologie de reconstruction de niveau marin à partir de données d'archives qui a été élaborée. Et pour améliorer cette méthodologie, différents projets ont émergé, comme par exemple l'évaluation des sources historiques écrites, donc sous la direction d'Emmanuel Attimon, l'incertitude sur les prédictions de marée, donc ça c'est une étude qui est en cours au sein du CHUM. En décembre 2020, donc ça on en a entendu parler tout à l'heure, donc le séminaire organisé par le BRGM sur des thématiques de tempête et submersion historique. Et au printemps 2021, encore un temps fort, c'est que jusqu'à présent, les participants, en fait, c'était des réunions qui avaient lieu plusieurs fois par an, mais il n'y avait pas vraiment de structure. Donc, on mélangeait des aspects administratifs comme des aspects très techniques. Et donc, pour essayer de mieux fédérer tous les travaux en cours,
Et pour alléger le temps de réunion, l'idée qu'on a eue, c'est de se réorganiser sous forme de projet et de répondre à des questions assez spécifiques au sein de projets, et ensuite qu'on fasse une restitution lors de réunions plénières. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs projets qui ont vu le jour, comme par exemple le catalogue de données que je vous ai présenté tout à l'heure, ou alors les études de un travail sur les statistiques des extrêmes et la mise en commun des différentes études qui sont en cours au sein des différents organismes. Les perspectives donc de ce groupe de travail qui va bientôt fêter ses 6 ans, donc c'est de continuer à fédérer un certain nombre de partenaires et d'intégrer de nouveaux partenaires. Il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a aucun flux financier pour le fonctionnement de ce groupe de travail, ne serait-ce que le poste sur lequel moi je suis, qui est un poste cofinancé par le CHOM et par l'IRSN. Aujourd'hui, les membres participants travaillent sous la forme de best effort. On n'a pas de cadre financier, on n'a pas de cadre vraiment très structurel. Et donc l'idée, c'est d'essayer de continuer un petit peu dans ce sens. On est très ouvert à accueillir de nouveaux partenaires. On souhaite également nouer des liens avec les observatoires, donc par exemple le ROL, Bretagne Environnement, l'Observatoire côtier de l'Aquitaine. On souhaite également élargir la zone d'études sur la Méditerranée et les Outre-mer. Donc pour ça, depuis 2021, il y a l'Université de Mayotte qui fait partie de ce groupe de travail. Et bien sûr, une fois, les projets, ils vont être finalisés au fil du temps. Et puis l'idée, c'est d'essayer de réfléchir ensemble autour de nouveaux projets qui peuvent être par exemple la modélisation ou alors différentes thématiques qui peuvent toucher aux tempêtes et submersions historiques. Il y a aussi en ligne de mire la feuille de route submersion marine qui est donc initiée par la DGPR, donc la Direction Générale de la Prévention des Risques, donc où le premier axe en fait est intitulé mieux appréhender les phénomènes initiateurs pour caractériser les submersions marines. Donc les travaux du GT peuvent servir comme base d'échange parce qu'il y a beaucoup de membres du GT qui feront partie de cette feuille de route submersion marine. Donc les travaux actuellement en cours peuvent servir comme base d'échange et aussi comme retour d'expérience avec une réflexion de mise en place de standards nationaux et éventuellement d'homogénéisation et les différents travaux qui ont pu être faits, les différentes bases de données, essayer de les faire communiquer les unes avec les autres. Et tout ça, bien sûr, dans l'objectif de garder la pluridisciplinarité de tous des partenaires et de partenaires futurs. Il faudrait conclure, Nathalie, parce qu'on a quelques questions. Eh ben voilà. C'est fait. Et ben voilà, merci. Et je tiens encore une fois à remercier tous les participants du groupe de travail, que ce soit les différents organismes et les personnes présentes avec qui on travaille au quotidien dans le cadre de ce groupe de travail. Juste une question sémantique. Vous avez utilisé le mot prédiction à plusieurs reprises. On parle du passé. Ça signifie quoi, la prédiction, quand on parle du passé? Alors, l'idée, en fait, on a besoin de prédiction de marée. Donc, aujourd'hui, on a des annuaires de marée qui donnent les hauteurs d'eau prédites dans les ports. Et donc, en fait, on peut aussi, le terme plus intéressant serait peut-être de dire rétro-prédiction. Donc, en fait, l'idée, c'est d'estimer les hauteurs d'eau qui auraient dû, de la marée astronomique de l'époque lors d'un événement. Pour pouvoir la comparer au niveau marin atteint lors d'un événement de tempête. Ok, merci, c'est très clair. Alors, une précision apportée par Patrice Bocher, les cartes d'aléa d'érosion, érosion plutôt, pour les communes vulnérables, notamment dans le 50, le département 50, c'est la Manche, il me semble. Prévu dans la loi climat et résilience du 24 août dernier, dans l'identification des zones à 30 ans, tiendront-elles compte des précisions et de tout ce qui vient d'être dit? Ah oui, je l'avais vu à l'affirmatif, mais c'est une question en fait. Savez-vous si la loi climat et résilience intègre vos travaux? À ma connaissance, non. D'accord. Le travail présenté sert-il aussi à calculer le niveau marin centenal? Si oui, pourriez-vous rappeler le principe du calcul du niveau marin centenal, s'il vous plaît? Alors, je pense que les reconstructions de niveau marin, oui, je pense que c'est pris en compte, sauf les données historiques qui sont actuellement pas pris en compte. Aujourd'hui, quand on fait des études
quand on fait des estimations de niveau marin centenal, on utilise uniquement les données marégraphiques systématiques. Donc, c'est des données numériques qui sont disponibles sur data.chom.fr. Et les niveaux marins estimés pour des événements de tempête, uniques, donc il y a un niveau marin qui est estimé. Donc, ces données historiques ne sont pas encore utilisées dans l'estimation de niveau marin centenal. À votre connaissance, y a-t-il des liens entre votre groupe de travail et d'autres groupes d'études ou d'autres groupes de travail pour faire un lien terre-mer, en sorte d'avoir une vision plus large, plus complète des conséquences des tempêtes et des submersions? Alors, pour l'instant, non. Mais c'est clairement quelque chose vers lequel on peut se tourner, excusez-moi, dans le futur. La consigne de prendre en compte le niveau d'eau extrême sur un secteur en prenant la valeur maximale entre les guides 2008 et 2012 pour les statistiques extrêmes est-elle toujours d'actualité? Y aura-t-il la publication d'un nouveau guide avec de nouvelles statistiques bientôt? Oui, en effet. Alors, ce document, il est en cours de mise à jour et il me semble que la publication est prévue pour 2022, premier semestre 2022, la mise à jour du catalogue des statistiques des niveaux marins extrêmes. Merci pour vos réponses très précises et brèves, parce qu'il y a plein de questions. Alors, vous travaillez sur des surcotes marines enregistrées sur des marégraphes, vous les associez à des tempêtes atmosphériques. Avez-vous regardé si certaines surcotes ne peuvent pas être associées à des tsunamis, même de sources lointaines? Alors aujourd'hui, oui, on s'intéresse principalement aux tempêtes et submersions historiques, mais bien sûr, dans le signal marégraphique, on peut éventuellement enregistrer des tsunamis. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas d'événement de tsunami dans les observations marégraphiques sur le littoral manché atlantique actuel, mais peut-être qu'on en découvrira lors de numérisation d'anciens... c'est sûr qu'on en découvrira lors de numérisation d'anciens marégrammes, surtout en Outre-mer. Travaillez-vous avec des chercheurs anglais? Les ports de Guernsey et de Jersey possèdent des marégraphes depuis le milieu du 19e siècle, il me semble. Utilisez-vous aussi ces données-là? Alors aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec des chercheurs anglais. On a eu quelques échanges avec Ivan Hay, qui est professeur à l'université de Southampton. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, des travaux nationaux, mais pourquoi pas un jour élargir aussi vers l'outre-Manche, et donc principalement la Grande-Bretagne. Alors, la dernière question qui a été posée par plusieurs participants, la base de données tempête historique de l'IRSN est-elle accessible en consultation et ou en téléchargement par les services de l'État et puis par les autres, de façon plus large? Si oui, selon quelle modalité? La base de données est disponible sur un GeForge de l'IRSN et je vous transmettrai le lien et peut-être que les organisateurs pourront la transmettre lors de la restitution. C'est vrai que j'ai oublié de l'associer sur mon diapo. Mais peut-être que les organisateurs pourront transmettre ces informations lors de la restitution des présentations. Alors, je vous ai dit que c'était la dernière question. Il y en a encore une, on va la prendre. Vu les incertitudes sur l'analyse des surcotes et des tempêtes passées plus de 20 cm, c'est ce que vous nous avez expliqué, vous conseillez donc de prendre 20 cm d'incertitude sur vos valeurs de niveau d'eau extrême? C'est bien ça la question? Alors, pour l'instant, on ne conseille rien du tout. C'était juste un exemple en fait qu'on présentait et justement, on est en train de faire une étude sur ça au sein du CHOM et on espère qu'on pourra donner des informations plus exactes l'an prochain quand on aura terminé nos travaux. Merci beaucoup Nathalie Gillois et merci à tous les participants qui ont alimenté notre échange. Eh bien, même manipulation que précédemment, on va dans le programme et on se connecte sur l'intervention suivante qui est celle de Rémi Caspar. À tout de suite.